les vestiges en soi, c'est pas une belle épave. On ne voit pas la proue d'un bateau, elle n'est pas agréable à visiter. Par contre, quand on lit l'histoire, quand on connaît ce qui s'est passé pendant ce naufrage, bah, c'est une plongée émouvante. C'est-à-dire quand on est sous l'eau, on se rappelle, on se dit, voilà, la détresse des passagers. Ça s'est passé vers 23 heures. 70 morts, ils sont restés 2 jours sur un rocher. Donc c'est émouvant. Donc je me suis dit, moi je suis oranien, j'habite Marseille, mais j'ai grandi à Oran, j'y vais souvent. Je me suis dit, cette histoire, il faut qu'on la raconte. Donc il faut qu'il reste encore des vestiges. Ces vestiges, même si c'est pas très parlant, ça raconte quand même une histoire. Mais est-ce que tu peux nous dire, le Borysthème, que faisait-il avant? Quand il en était à l'époque de la flottaison, c'était un bateau qui réalisait quoi comme trajet, comme circuit, comme voilà, c'était du cabotage, de la longue traversée. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait avant. Je sais qu'il avait été construit en 1853, donc il avait à peine 12 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Il est parti de Marseille et il allait vers Oran. Il transportait 250 passagers, parmi eux des soldats, parmi eux des civils, des adultes, mais aussi des enfants. On a fait un travail initial, qui est le travail donc, de plonger sur l'épave, de donner un nom à cette épave, d'essayer de trouver un récit. J'en ai un seul récit, il fait 3 pages. Par contre, tout est à faire. C'est-à-dire, il faudrait qu'on sache l'histoire de ce bateau. Donc, je suis intéressé par trouver donc, des archives. Alors, il est parti de Marseille. Où est-ce qu'à Marseille, donc c'est moi qui te pose la question, où est-ce qu'à Marseille, on peut trouver des archives d'un bateau qui a coulé donc, au 19e siècle? Tu vas vous parler de la bourse, tu poses quelques questions, on va te diriger, on va tout te dire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres épaves aux alentours de cette île plane, aux alentours d'Oran? Oran, c'est la 2e ville d'Algérie. Donc, avec un grand port civil, un autre port militaire, Mers El Kébir. Donc, il y a eu du trafic maritime. S'il y a eu du trafic maritime, il y a eu des naufrages. Donc, il y a plein d'épaves à Oran. Nous, on fait un travail donc, avec l'association Chebec, qui est un travail de pionnier. On en a répertorié 20 ou 30, ça dépend si tu comptes les débris, si c'est une épave ou pas. Mais il y a des dizaines d'épaves à Oran. Et il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Mais est-ce que tu en as repéré d'autres, toi? On sait qu'il y en a, puisque depuis les Barbaresques, et il y a eu Barberousse qui a fait certains carnages un peu dans le domaine de la navigation, et c'est pour ça qu'en 1545, il y a Charles Quint qui a lancé toute sa flotte pour arrêter les frères de Barberousse sur la Méditerranée, où le commerce maritime était devenu impossible. Donc il doit y avoir encore des épaves de cette époque. Il y en a, on en trouve près de la Corse, près de la Sardaigne. Est-ce que tu en as déjà repéré, toi, d'autres, des endroits où tu les as repérés? Oui, 20 ou 30. Une vingtaine. À Oran, j'ai plongé sur 20 ou 30 épaves. Un peu partout en Algérie, quand je vais à Alger, à Amiava, à Béjaïa. Pareil, on me montre les épaves. Après, trouver une épave comme ça et dire juste, bon, le bateau coulé, c'est quelque chose. Mais après, trouver son histoire, trouver ce qui s'est passé, essayer de trouver des survivants, essayer de trouver des enfants de personnes qui étaient sur ces bateaux. C'est ce qu'on appelle le reportage. Donc, si on en a trouvé 20 ou 30 à Oran, il y en a peut-être 100 ou 200. Donc, c'est un long travail. En février, j'y étais, j'ai plongé sur une nouvelle épave aussi. On ne connaît pas son histoire, donc tout est à faire. D'accord. Tu as des projets de ton club, le Chebec, c'est ça? Bon. De lancer une opération qui présenterait, dans le style de ce que nous faisons ici, un festival où on pourrait présenter les films, avec les films des épaves qui sont par ici, dans le coin, etc. etc. Est-ce que tu envisages de monter un truc comme ça? Ce serait plaisant, ce serait agréable? Ben, on est au tout début. Donc, on a créé cette association l'année dernière, donc tout est à faire. Donc oui, on veut communiquer sur ces épaves-là. On est ouvert à l'échange, donc on peut communiquer sur les épaves oranaises à Marseille, on peut communiquer sur les épaves françaises en Algérie. Il y a un institut français, donc le Centre culturel français à Oran, qui est très actif, très dynamique. Son directeur, c'est un plongeur, Alain Ramet. Donc oui, on peut faire ce genre d'initiative en Algérie, on peut vous présenter d'autres films ici. Est-ce qu'au point de vue association,
monter une opération te semble possible? Alors, monter tout un salon, ça demande du boulot. Hein. I know. Voilà. Tu sais quelque chose. Donc, enfin, nous, faire de petites actions ponctuellement, ça, c'est dans notre capacité de le faire. Faire quelque chose d'un peu plus grand, pourquoi pas, mais peut-être pas tout de suite. Quand on aura les moyens humains de le faire. Mais tu as les moyens pour l'instant de tourner d'autres films. Est-ce que tu as des plongeurs qui sont à la hauteur? Est-ce que tu as le matériel de prise de vue qui est valable? Enfin, qui est valable maintenant. On a des caméras à 40 €. Hein. Bon, le résultat sera peut-être pas le même que ce que l'on voit là, mais ça permet de débuter. Ça permet de débuter. Est-ce que tu es équipé pour tout ça? Alors oui, on a des bateaux, on a des adhérents. Bon, on est une trentaine. Mais oui, on a des bateaux, on a des plongeurs confirmés, qui plongent toute l'année, on a du matériel pour filmer de très bonne qualité, en 4K, du grand angle, oui. Bon, donc il y a des clubs de plongée. Et ces clubs de plongée, est-ce qu'ils montent des séjours plongés là-bas? Alors, il y a quelques clubs, il n'y en a pas beaucoup, mais oui, il y a des clubs qui proposent des plongées. C'est possible. De quel côté? Alors, à Alger, il y a plusieurs clubs. Il y en a un ou deux que je pourrais recommander. À Ténès, qui est à mi-distance entre Oran et Alger, il y a un Français, Florimond Gouala, qui a ouvert un club. Florimond, il est marié avec une Algérienne. Ils ont ouvert un très beau club qui s'appelle la Maison du Plongeur, qui est une très belle structure où ils peuvent accueillir des gens. Donc, ils ont un hébergement pour 11 personnes. Combien? La structure, la Maison du Plongeur, peut accueillir 11 personnes. 30 personnes? 11. 11? Ah, d'accord. Non, moi, tu sais, je pratique l'apnée, hein, et j'ai les oreilles un peu... Voilà. Et sinon, capacité des bateaux, 24 plongeurs. Donc oui, partir à petits groupes, donc 4, 5, 6 personnes pour se faire plaisir, oui, c'est possible aujourd'hui. Tu n'as pas un film sur le club? Un film qui serait un film un peu promotionnel, qui expliquerait que le couple puisse tourner pour monter au Salon de Paris, par exemple, pour présenter des plongées sur les épaves là-bas? Oui, mais il suffit d'aller sur Facebook, la Maison du Plongeur, Algérie, ou sur leur page, sur leur site internet. Oui. Bon, et si j'arrive tout seul là-bas, je suis plongeur libre. Hein? Le mot apnéiste, je ne l'aime pas tellement. Je suis plongeur libre. J'arrive, je peux me mettre à l'eau, je peux me mettre à l'eau où je veux. Oui. Après, les Algériens sont connus pour leur hospitalité. Donc dans ce cas-là, tu viens chez moi, à la maison. Oui, mais non, mais je sais, bon, nous aussi, moi, tu viens chez moi, l'hospitalité, elle demeure. Parce que je vais te faire une confidence. Moi, en Algérie, j'ai un fan club. C'est un club de chasse sous-marine qui porte mon nom. Et ils me demandent toujours de venir. Et ce n'est pas de mauvaise volonté, mais je ne trouve jamais le temps d'aller partout où je devrais aller. Donc, si tu les rencontres pour moi, tu leur donneras le nom. Tu les embrasseras pour moi. Hein? Je te donnerai les noms après, si tu veux. Voilà. Par rapport aux déclarations d'épave, les épaves en Algérie, elles ne sont pas très connues. Déjà, la plongée de base n'est pas très développée. Il y a quelques clubs, oui. Si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années, le nombre de licenciés à la Fédération algérienne de plongée, c'était 4500 personnes. C'était il y a 4 ou 5 ans. Donc, en gros, 5000 licenciés, c'est rien par rapport à d'autres pays. Il y a des épaves, oui, et elles ne sont pas connues. On a parlé tout à l'heure de découvrir les épaves, de voir ce qui se trouvait au fond. Et ça remonte à 50 ans, ça à peu près, quand j'étais avec un ami qui s'occupait, lui, en professionnel, puisqu'il était au RAS, du fond de l'eau, où il était interdit d'aller sur une épave. Bon, alors je lui ai dit, mais écoute, je ne comprends pas, parce que, supposons, je pratiquais la chasse sous-marine à l'époque. Je lui ai dit, mais écoute, je ne comprends pas. Donc si l'épave se trouve à 20 mètres, que je passe en surface, qu'il y a une eau très claire, je passe sur l'épave, je me retrouve sur une épave, je suis en faute. Mais s'il y a eu mauvais temps, qu'il n'y a aucune visibilité, je passe dessus sans voir l'épave et je ne suis pas en faute. Voilà. Et nous en avions ri ensemble, il m'a dit, tu as raison. Voilà. Donc c'était une anecdote, je te
conseille de plonger quand il y a très mauvais temps et qu'il n'y a pas de visibilité, tu évites les ennuis. Voilà. Oui, après, la particularité de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux comme ici. Donc moi, quand je plonge sur des épaves en Algérie, je suis tout seul. C'est pas comme ici à Marseille où on plonge, si c'est un samedi matin, il y a 4 bateaux avec chacun 20 plongeurs, donc on se retrouve à 80. C'est une exception, n'écoutez pas. Voilà. Donc pour revenir au Boristain, puisque c'était le sujet, donc voilà, quelques vestiges, pas très beaux sur le plan visuel, mais une histoire tragique. Donc ils étaient 250 passagers, ils ont percuté l'île en pleine nuit. Donc il y a eu des récits, donc dans le récit qu'on peut trouver dans les annales du sauvetage de l'année d'après, 1866. Donc par exemple, il y avait un prêtre qui a tout de suite commencé à donner la bénédiction à tout le monde. Il y avait un négociant d'armes qui a pris un arme, qui l'a chargé, il voulait se mettre une balle dans la tête. Ils ont évité le pire, ils lui ont arraché son arme. Il y avait un couple avec son bébé de 18 mois. Alors il y avait beaucoup de vagues et de temps en temps, les gens ils s'agrippaient comme ça au bateau et de temps en temps, donc il y en avait un qui était emporté par la vague. Donc ce couple, il y a la femme avec son bébé qui sont tombés à l'eau. Donc le mari, il s'est jeté à l'eau en disant on va mourir ensemble. Le prêtre, à un moment donné, il s'agrippait, il a failli tomber, donc celui qui donne le récit a essayé de lui tendre la main, mais il n'a pas réussi. Donc le prêtre s'est agrippé à son pantalon, puis à un moment donné, il est parti et il lui a arraché un bout de pantalon. Les survivants, ils sont restés 2 jours sur l'île. L'île plane, il n'y a pas d'eau douce, il n'y a rien. Ils sont restés 2 jours. Donc ça a été, il pleuvait ce jour-là aussi. Donc il y a des gens qui dormaient de leur cabine, parce que c'est 11 h du soir, donc il y a des gens qui étaient dans leur cabine à moitié dévêtus. Donc les soldats, ils leur ont donné des vêtements. Donc 2 jours après, quand il y a eu les secours qui sont rentrés autour de rang, il y avait des scènes complètement folkloriques où il y avait une personne avec une veste d'un militaire, quelqu'un qui n'avait pas de chaussures. Le lendemain, la mer a rejeté 3 corps. Ils ont pris les chaussures des 3 personnes pour les donner à des gens qui n'avaient pas de chaussures. Donc il y avait des scènes très, très, très fortes. Ouais. Il est parti de Marseille. Ils étaient à peu près 250 et il y a eu 70 morts. Donc 180 survivants. C'est pas mal quand même. Donc on peut trouver quelque chose. Non, parce que c'est pas mal pour un bateau qui s'échoue comme ça. Oui, mais il a percuté l'île. Oui, il n'y a eu que 70 morts. Ils ont... Alors si tu veux bien, c'est pas en pleine mer. Avant de terminer, puisque tu viens de parler de naufrage, qui descendait, le prêtre l'attrapait, etc., etc. Tu sais que nous avons une devise ici, dans ce festival, où il y a notre président d'honneur qui vient d'arriver, c'est Henri Cosquer. Voilà. On lui demandera l'inventaire de la grotte Cosquer. Bon. On va lui poser des questions tout à l'heure. On va faire après toi, on va faire une petite pause. Bon, puis après on attrapera Henri, on lui posera quelques questions. Et je voudrais, notre devise, surtout Henri et moi, c'est sérieux sans s'y prendre. Voilà. Et on aime toujours terminer les choses avec un sourire. Je pardonnerai, je demande aux gens qui sont trop sérieux d'évacuer la salle. Donc, je vais te dire. Tu m'as parlé du prêtre qui... et c'est revenu dans ma tête. C'est un bonhomme, un prêtre qui est sur un bateau. La religion, on s'en fout complètement. Il est sur un bateau et le bateau fait naufrage et il commence à couler. Et il y a un bateau qui passe qui dit je peux vous porter secours. Non, Dieu il pourvoira, Dieu il pourvoira. Le bateau il s'en va. 5 minutes après, il y a un autre bateau qui passe, qui dit oh, si vous avez des problèmes, je vous récupère. Non, ne vous inquiétez pas, Dieu il pourvoira. Un 3e bateau passe 1 quart d'heure après, il lui dit écoutez, je peux faire quelque chose pour vous. Non, Dieu il pourvoira, Dieu il pourvoira, Dieu il pourvoira. Et clac, il se noie, il descend, il arrive au ciel, et il voit son Dieu à lui,
Il lui dit, écoutez, j'avais confiance en vous, je m'attendais à ce que vous veniez faire quelque chose, et Dieu le regarde, et il dit, écoute, 3 fois je t'ai envoyé des bateaux, et tu as toujours répondu non, je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc, c'est ainsi que tu vas nous sortir une phrase, pour terminer, une très longue phrase si tu veux, pour terminer ta présentation, et après on fera une pause. À toi, Tariq. Bah, tu as cité donc cet esprit fraternel, familial dans ce salon. Tout à l'heure, tu as cité que tu avais un fils ou un petit frère spirituel. Écoute, je me demande, quel est, je me demande, quel est le festival en France, ou même dans le monde, qui se permet d'avoir aux manettes pour les films le meilleur plongeur libre au monde? Eh bien, c'est ici, vous pouvez l'applaudir, hein, parce qu'il sait tout faire. Donc voilà, donc tu l'as cité. Donc moi aussi, je voudrais citer donc, mon tonton spirituel, hein, puisque Jean-Georges Armelin, qui m'a fait le plaisir donc, de venir. Voilà, donc pareil, dans le même esprit que tu as dit, c'est-à-dire on plonge ensemble depuis des années, d'une manière très simple, sans prise de tête. Avec Jo, nous nous croisons depuis 50 ans. Attends, je t'emmène le micro. Je voudrais féliciter Harry pour ces images. Ils m'ont fait plaisir à voir parce que j'ai plongé sur le Boristen, sans trop savoir d'ailleurs qu'est-ce que c'était ces vieilles tôles. J'ai plongé sur l'île Plane avec Amine Rouba. Et surtout 2 ans avant, j'étais passé avec un vieux gréement. C'était le Fleur de l'Ampole de la Fondation Nicolas Hulot. On allait sur les îles Abibas. Il faisait très mauvais. Et je peux imaginer très bien ce qui a pu se passer par ce vent d'ouest très fort, en passant par le large, et c'est le bateau qui a été drossé sur l'île Plane. Moi j'étais sur ce bateau, le Fleur de l'Ampole, c'est un ancien tonnier, je crois. Il bougeait beaucoup. Heureusement on était côté terre, nous. Mais ça a dû être terrible quand même. Hein. Il a été drossé côté large, hein, je crois. Et oui, parce qu'il venait de Marseille, il allait à Oran. D'accord, il arrivait de Marseille directement. Oui, donc il s'est planté face nord. Ouais. C'est à peu près à combien de la côte? C'est à 5 ou 6 km de la côte. D'accord. 25 km d'Oran. Il ne restait pas beaucoup, hein, mais l'île n'était pas répertoriée. Je me fais une réflexion, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais aborder de nuit en pleine tempête, aborder Oran, est-ce qu'ils savaient vraiment où ils étaient? Parce que l'île ou sans île, à mon avis, c'est peut-être risqué d'accoster avec un temps comme ça. Alors dans le récit, il disait qu'à 20h, il s'était attablé pour dîner et la mer était belle. Et vers 21h30, la mer a commencé à se former. Donc la mer s'est agitée vers 21h30 et ils se sont plantés à 23h. Mais la traversée, elle a duré 2 jours. Donc quand ils ont démarré de Marseille, voilà, ils ont réussi à naviguer 2 jours. Et puis à l'arrivée, voilà, c'est des allées. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, mais mon film, il fait 3 minutes. Tu m'as prévu pas mal de temps. Tu te rends compte comme ça passe vite? Ça fait pratiquement 1 heure que tu es en train. Mais c'est stressant, je voulais préparer ma conférence. Mais ici, on ne prépare rien, on improvise tout. On improvise tout, voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur, l'improvisation. Allez, improvise-nous une fin, vas-y. Une fin, la fin. FIN, hein, FIN. Ah, c'est pas l'heure du goûter? Non. Non, pour conclure, donc voilà, donc l'Algérie, donc c'est un littoral qui n'est pas très exploré. Il y a des épaves, il y a aussi d'autres richesses, hein, la biodiversité, il y a de très belles choses à découvrir. Et donc, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est beaucoup plus sympa de plonger là-bas qu'ici. Parce qu'ici, quand on plonge sur une épave, par exemple, si on va sur le Donator, qu'on a déjà vu les vidéos et tout, ça y est, enfin, ça devient quelque chose de banal. C'est pour ça qu'il faut que je vienne en Algérie pour faire la visite de vos épaves. Ben, tu es le bienvenu. Oui, mais fais gaffe les tarifs. Ne t'avance pas. C'est pas vrai. Parce qu'il vient toujours accompagné, je laisse pas se déplacer tout seul, et nous... donc voilà, il y a ce côté site qu'on découvre. Donc voilà, on est le premier à aller sur une épave, on est le premier à faire un film. Là, cette semaine, j'ai fait
On a fait la photogrammétrie de ces vestiges, grâce à Olivier de Septentrion. Donc j'ai fait les images à Oran, Olivier Septentrion il a fait la reconstitution. Donc voir comme ça des images, et on sait que c'est la première fois que c'est fait et tout, c'est beaucoup plus magique, c'est beaucoup plus émouvant que de voir des épaves françaises où ça a été filmé, photographié, on a les récits. Donc voilà, pour conclure, donc l'Algérie, très gros potentiel à développer sur le plan touristique, sur le plan sportif et sur le plan... Mais on va tous les envoyer là-bas, ne t'inquiète pas. Voilà. L'édition d'année prochaine, voilà, l'année prochaine, c'est là-bas.